Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce dernier jour du Forum in Cyber de l'édition 2026. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une question qui n'est plus une question d'anticipation, mais qui est devenue réellement une question de responsabilité. Comment protéger les données à l'ère de l'IA générative ? Alors l'IA générative n'est plus à la périphérie des organisations, évidemment. On entend parler tout le temps et partout. Elle entre ou elle est entrée dans les usages, dans les métiers, dans les outils et même jusque dans les architectures techniques. Et avec elle, une question devient centrale, celle de savoir si nous sommes encore en mesure de garder la maîtrise des données, la maîtrise des systèmes, la maîtrise des usages, mais aussi des conséquences qui en découlent. Et c'est cette ligne de crête que nous allons explorer ensemble entre innovation, sécurité et responsabilité. Et pour ouvrir cette discussion, je me tourne naturellement vers vous, Hugo. Hugo Magna, vous êtes chef de projet au sein de l'ANSSI. Et justement, du point de vue, si on se place du point de vue de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données, pouvez-vous nous dire en quoi l'essor de l'intelligence artificielle et de l'IA générative tout particulièrement oblige-t-il à reconsidérer nos cadres d'analyse habituels ou traditionnels? Et puis, qu'est-ce qui, selon vous, change plus profondément la manière dont on appréhende ce risque? Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais entamer sur cette question. Alors, je ne pense pas que ça change la nature de travailler et de l'analyse. Je vais m'expliquer. Nous, en tout cas, sur le plan de la cybersécurité, on a des approches par les risques qui seront toujours valables avec un système d'IA. Ça ne change pas. Donc, nous, à côté ANSSI, on pousse beaucoup la méthode EBIO-CRM, que vous connaissez certainement si vous êtes des acteurs de la cybersécurité, qui est une méthode d'analyse qui se base sur l'ISO 27001. Donc, c'est vraiment un cadre. Il y a déjà des cadres d'analyse de risque qui permettent de faire ce type de démarche et de voir un petit peu quels sont les risques associées à mon système d'IA. Donc ces pratiques-là demeurent. Et elles sont d'autant plus importantes puisque le règlement européen sur l'IA a cette logique-là. En fait, il a une logique d'approche par les risques. Il demande aux providers de systèmes d'IA de faire une approche une analyse de risque. Et suivant le niveau de risque associé au système d'IA, on a un certain nombre d'exigences qui nous est assujetties. Donc je dirais que l'approche est la même. Par contre, là où il y a une différence, c'est qu'il y a des risques qui sont spécifiques à ces systèmes. Et vous en avez parlé, il y en a quand même un qui est assez important, c'est la donnée. Donc nous, on s'intéresse en particulier, il y a trois choses. Il va y avoir l'empoisonnement, la capacité à modifier les données d'entraînement pour altérer les prédictions du modèle. Il y a tout ce qui est extraction, la capacité d'inférer le modèle pour récupérer des données ou des secrets ou des propriétés sur le modèle. Et il y a l'évasion, donc la capacité de faire des requêtes spécialement conçues pour faire déjouer le modèle. Et donc voilà, il y a des risques un peu spécifiques, mais l'approche globale reste la même, et c'est ces risques spécifiques qui vont nous intéresser quand on fait ce type d'analyse. Entendu, alors c'est très clair. Et peut-être parmi ces risques spécifiques, est-ce qu'il y en a un en particulier qui fait parler un peu plus ou qu'on a du mal à adresser, à appréhender ? Alors je pense qu'il faut s'intéresser aux trois. Après, là, sur cette table ronde, on est sur le sujet données. Donc, si on est sur le sujet données, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est les deux premiers. C'est-à-dire l'empoisonnement. Est-ce que, fondamentalement, les données que j'utilise, par exemple, dans un RAG, etc., est-ce qu'elles sont sensibles? Quels sont leurs degrés de sensibilité? Et du coup, à ce titre-là, comment je protège cette base de données qui va me permettre d'améliorer les prédictions de mon modèle? Et l'autre chose, et on a des travaux avec NACNIL, et je pense que mon collègue en parlera, c'est effectivement tout ce qui est extraction, donc la capacité de récupérer des données en interrogeant le modèle. Et quand ces données sont par exemple des données à caractère personnel, etc., ça peut poser un certain nombre de difficultés. Donc voilà, je pense que sur l'IA, forcément, on pense à de la donnée, donc la protection de ce patrimoine est assez importante. Merci infiniment. Je vous donne la parole, Anthony, Anthony Augereau. Vous êtes partenaire chez PwC. Et Anthony, si l'on se place à présent du côté de l'entreprise, avez-vous le sentiment que cette évolution, que ces évolutions réellement été comprises dans toute leur portée? Ou bien est-ce que, à votre avis, l'IA générative est encore trop souvent abordée comme une brique technologique supplémentaire? Et dans le contexte notamment des entreprises que vous voyez,
Quel vous paraît être aujourd'hui l'angle mort principal en matière de protection des données? Oui, alors bonjour à tous. Alors ça fait plusieurs questions dans la question. Pour répondre à la première partie sur la maturité finalement de l'IA, aujourd'hui je pense qu'on est encore à la jeunesse de son utilisation. Beaucoup d'organisations sont encore dans cette phase d'expérimentation, ce qui fait peser déjà des risques. Mais en fait dans cette phase d'expérimentation, c'est encore le bon moment pour mettre en place toutes les briques de gouvernance, de sécurisation des systèmes d'IA, etc. Donc c'est le moment de mettre en place toutes ces fondations. Mais ensuite, ce qui va, on peut dire que parfois, en fait, ce qui arrive au sein de l'IA, c'est une brique en plus, comme on évoquait. Ça peut être un éditeur qui vous offre une fonctionnalité en plus pour intégrer l'IA et qui apporte cette fonctionnalité supplémentaire dans son produit. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est lorsqu'il va y avoir ce passage à l'échelle massif à l'IA dans l'organisation, où l'entreprise va réinventer l'ensemble d'un processus ou d'une activité. Ça va de la même manière apporter de la valeur à l'IA, mais également une surface d'exposition aux menaces beaucoup plus forte. Voilà pourquoi je dis que c'est le bon moment pour sécuriser. Alors les angles morts, il y en a plusieurs. Moi, l'angle mort qui me fait le plus, auquel je m'intéresse le plus, c'est ce manque de visibilité. Il y a le côté système d'IA, donc c'est le Shadow AI, on parle beaucoup de Shadow AI aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en capacité en termes d'organisation d'identifier, de cartographier, de recenser toutes mes IA, de faire le choix de je les bannis, je les autorise dans un certain cadre et de limites. Ça c'est le premier point. Le Shadow AI qui est difficile à encadrer. Et le deuxième point, c'est cette maturité sur la classification, la labellisation, l'identification des données sensibles, sur lesquelles il y a toujours un retard des organisations. Moi j'ai une anecdote sur le sujet pour un déploiement à l'échelle qu'on a fait d'une IA générative chez nous. Les équipes en charge ont mis en place, choisi déjà une IA générative, ont banni toutes les autres, ont mis en place les garde-fous, toutes les limites qui nous semblaient nécessaires pour permettre à tous les collaborateurs d'utiliser cette IA générative. Et dans les jours, les semaines qui ont suivi, les équipes internes recevaient énormément de coups de téléphone pour dire j'ai eu accès à un document sur un espace personnel d'un collègue auquel je pense pas, je devrais pas avoir accès à ce document. Et donc l'IA voilà, m'a fait apparaître cette vulnérabilité. On disait c'est pas le problème de l'IA. Le document, ça fait longtemps qu'il est partagé à tout le monde. On a la chance qu'il était caché au fond d'un share, d'un répertoire partagé ou d'un drive personnel. Mais l'IA a rendu visible cette donnée. Et donc, le travail était derrière pour nous de faire ce travail de ménage et de mettre de nouveaux garde-fous également. Un exemple que je peux vous donner, c'est on a mis dans le LLM, enfin dans le moteur, ce garde-fou qui dit si dans la réponse de l'IA, le document est partagé trop largement, à trop d'utilisateurs, tu ne l'utilises pas, tu ne le sources pas dans ta réponse. Alors le trop largement, il faut le définir. Il faut pouvoir le définir, voilà, exactement. Ça peut être plus de 50, 100, 200 utilisateurs selon la taille de l'organisation. Mais voilà, c'est ce manque de visibilité qui a été largement mis en avant par les systèmes d'IA. Très clair, merci. Je pense qu'on aura peut-être des questions qui viendront tout à l'heure sur ce cas spécifique qui est très intéressant en effet. Merci. À présent, Félicien Vallée. Félicien Vallée, vous êtes responsable du département intelligence artificielle au sein de la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés. Et si l'on se place cette fois-ci du point de vue de la CNIL, où se situe aujourd'hui pour les organisations la principale difficulté ? Est-ce que c'est par exemple dans l'appropriation du cadre applicable, qu'il s'agisse de l'RGPD ou de l'AI Act, ou dans la capacité à en faire une réalité concrète sous forme de dispositifs de gouvernance et de pratiques véritablement opérationnelles au sein des organisations ? Oui, merci beaucoup pour cette question et donc, ravi d'être ici avec tous les intervenants. Alors j'ai envie de répondre à cette question, les deux. Alors c'est une réponse toujours facile de dire voilà, qu'on choisit de ne pas répondre, mais je vais détailler un petit peu pourquoi. Alors déjà quand on parle du cadre, donc là on parle
voilà, la réglementation qui trouve à s'appliquer. On appelle ça généralement le paquet numérique. Et donc en particulier, là, il y a 2 textes que vous avez cités, le RGPD, le règlement IA, donc, qui nous intéressent tout particulièrement à la CNIL et qui trouvent à s'appliquer, donc RGPD quand il y a des données personnelles. Et ce que je veux déjà indiquer, c'est que là-dessus, déjà la connaissance même du cadre, elle est, en fonction qu'on parle du RGPD ou du RIA, c'est pas la même nécessairement. Parce que le RGPD, il est entré en application en 2018, c'est un cadre qu'on commence à éprouver, on connaît, voilà, les organisations l'ont mis en œuvre. Le règlement IA, c'est un règlement qui est rentré en vigueur en 2024, mais en pleine application, c'est encore en cours, et d'ailleurs ça va être vraisemblablement repoussé à décembre 2027, donc quelque part, à ce stade, eh bien, les acteurs, ils sont encore finalement à essayer de comprendre comment ce cadre va trouver à s'appliquer. Et quand je dis les acteurs, ce n'est pas uniquement les fournisseurs de modèles et de systèmes et déployeurs de systèmes à qui il se trouve à s'appliquer, mais également les régulateurs, comme la CNIL le sera demain. Donc déjà, la compréhension du cadre, c'est... dans le cadre de l'AI Act, c'est un aspect essentiel. Évidemment, et d'autant plus qu'il a été tout de même assez mal accueilli, ce règlement. En tout cas, il a beaucoup fait parler de lui. Donc peut-être qu'il y a aussi des réticences quelque part qui ont émergé. Non, pas forcément. Je sais pas, après, moi, je suis pas c'est pas mon rôle de défendre ce règlement. Il est là. Nous, on va avoir un rôle de supervision et donc on va bien évidemment l'appliquer. Je pense que les réactions sont pas. Il y a eu des réactions diverses et variées, bien évidemment. Donc il y a toujours des réactions de certaines défiances dans certains cas à la volonté de réglementer. On y est habitué. Après, il y a des questionnements sur la façon de fonctionner. Donc, comme le disait Hugo préalablement, c'est une approche basée par les risques. Voilà, les systèmes d'IA sont classés, c'est la fameuse pyramide, en fonction de leur niveau de risque, du tellement risqué qu'ils en sont interdits jusqu'au pas risque du tout et aucune exigence ne trouve à s'appliquer. Donc là-dessus, voilà, les avis divergent. Je pense que, en tout cas, la volonté, c'est d'avoir quelque chose, à mon avis, sans vouloir parler pour elle, mais de la Commission européenne, quand elle a proposé ce texte, d'avoir quelque chose qui était assez opérationnel. Donc on verra si effectivement après, dans la pratique, dans le concret, ça l'est effectivement, mais donc de pouvoir savoir précisément, je développe tel type de système, je suis dans telle catégorie de niveau de risque, telles exigences s'appliquent à moi. Voilà. Et donc c'est vrai que ça, on est encore, pour reprendre par rapport à ce que vous disiez précédemment, on est encore au début, alors que pour le RGPD, donc nous, le texte qu'on met en œuvre à la CNIL, dont on s'assure qu'il est correctement appliqué, c'est quelque chose que, et nous, en tant que régulateurs, et les acteurs qui y sont assujettis, connaissent beaucoup mieux. Et donc là, on est déjà beaucoup plus loin dans la mise en œuvre et dans les conseils à apporter. Donc nous, par exemple, à la CNIL, au sein du service que je dirige dédié à l'IA, on a proposer tout un ensemble de recommandations à destination des acteurs pour justement opérationnaliser autant que possible le RGPD quand on l'applique au système d'IA. Parce que ça, c'est une des spécificités du RGPD. Il est, j'ai l'impression de parler beaucoup, mais il est, comme qui dirait, agnostique, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas à s'appliquer à un type particulier de technologie, au contraire du règlement IA qui s'applique bien évidemment à l'IA. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un exercice de déclinaison, de traduction des grands principes de protection des données, donc limitation des finalités, principe de minimisation, enjeu de licéité, sécurité, limitation des durées de conservation, donc à préciser par rapport au type de technologie qu'on considère. Et donc ça, c'est un travail qu'on a entamé et qu'on continue de faire. Et là-dessus, je pense que les acteurs qui doivent mettre en œuvre montent en maturité. Merci beaucoup. So far, the discussion has made... Alors, jusqu'à présent, nous avons eu 3 points de vue très clairs. Je ne sais pas si vous avez suivi toute la conversation ou si vous avez besoin que je vous fasse un petit résumé. Alors, tout d'abord... l'IA générative a changé bien sûr l'environnement et a exposé la faiblesse de certains systèmes. Ensuite, pour les organisations, les entreprises, le défi n'est plus la conformité, mais le contrôle. Des contrôles qui doivent être mis en place. Et troisième point, d'un point de vue réglementaire, le vrai problème, la vraie difficulté, ce sont les critères réglementaires en termes de garde-fous et la différence par rapport à la mise en pratique. Vasiliki Issiopanido, j'espère avoir bien prononcé votre nom. Vous êtes responsable des projets juridiques au Centre européen de la certification et de la protection de la vie privée.
et de la confidentialité. Alors, d'un point de vue certification, est-ce que vous voyez ce même écart? Est-ce que les organisations aujourd'hui ont plus de mal à comprendre les règles ou à faire preuve de conformité? Et aussi, peut-être, deuxième question. Outre la loi sur l'IA, que gardent à l'esprit un peu les entreprises? Merci beaucoup pour votre invitation. Tout d'abord, votre français, parfait, n'hésitez pas. Alors oui, tout à fait. Tout d'abord, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent est vraiment très intéressant puisque cela souligne en effet quelque chose qu'on a déjà vécu et qu'on vit depuis un moment maintenant. Alors juste pour vous donner un petit peu de contexte, du côté du Centre européen de la certification et de la confidentialité, nous avons créé quelque chose basé sur nos recherches, donc les projets de recherche européens. Cela veut dire qu'en pratique, la certification pour nous, ce n'est pas un business model, c'est une réponse à un besoin qu'on a identifié du côté de la recherche. Alors, beaucoup de choses ont été mentionnées ici, sur les données sensibles, sur les risques, l'évolution de ces risques, comment les entreprises évoluent. Et ce qu'on observe tout le temps dans nos recherches, et je pense que c'est pareil pour vous du point de vue du secteur privé, c'est le fait que les partenaires qui ne viennent pas du côté juridique et même ceux qui ont cette expérience ont du mal en fait à comprendre ces cadres de conformité et ces réglementations qui arrivent et qui régulent la même thématique mais d'un point de vue différent avec une approche différente et qui parfois se chevauchent. Alors je vais vous prendre un exemple du côté de la recherche. Mettons, vous avez un projet sur la recherche d'infrastructures et que vous avez des données sensibles. Vous devez partager ces données en vous basant sur plusieurs régulations. Et tout d'un coup, vous avez la loi sur l'IA, l'IA Act, et aussi sur le RGPD, mais vous avez aussi tout un ensemble de règles que vous devez prendre en compte. Vous avez la loi sur les données, si vous parlez d'IoT par exemple. Vous avez aussi la loi sur la cyber-résilience. Tous ces cadres, vous devez prendre tous ces éléments en compte. On ne parle plus simplement d'un seul cadre, on parle de plusieurs cadres. Et vous devez trouver un moyen d'intégrer tout cela et en répétant à chaque fois les mêmes choses. Alors pour nous, c'est là où la certification entre en jeu pour faire étape par étape au sein de ce cadre et comprendre un peu plus clairement qu'est-ce que vous devez collecter en termes de documents, en termes comment vous devez procéder, étape par étape. Alors bien sûr, oui, je sais que les autorités travaillent beaucoup, bien sûr, pour fournir des modèles, des cadres, des ressources. Et notre travail ne vise qu'à complémenter et à prendre tout cela en compte. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur votre travail au sein de votre organisation? Oui, bien sûr. Merci. Alors, dans notre organisation, ce qu'on fait, eh bien, principalement, outre l'aspect recherche, nous assistons nos partenaires de recherche pour créer ce cadre de conformité dans tous les processus de recherche. Nous sommes également impliqués dans la certification, mais ce n'est pas comme pour les normes ISO, par exemple, que je suppose que vous connaissez très bien, puisque pour nous, notre certification se concentre sur les obligations légales, juridiques, qui viennent des cadres juridiques. Par exemple, nous détenons le plan de confidentialité qui faisait partie du RGPD, qui a été approuvé par le Bureau de protection des données européen, qui s'applique à tout le territoire européen pour le traitement des données. Et en nous basant sur cette méthodologie, nous avons commencé à nous étendre sur d'autres cadres, notamment parce que nous avons identifié qu'il y avait besoin de plus de régulation pour établir un cadre qui puisse aider à comprendre exactement qu'est-ce que cela implique. Par exemple, l'IA doit être fiable, très bien, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un veut vérifier, il me pose la question, est-ce qu'il faut que je puisse leur répondre? Et en général, ma parole ne suffit pas. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour ce point de vue très clair. Nous rentrerons dans les détails un peu plus tard. Je reviens vers vous, Hugo.
les plus structurantes aujourd'hui, tient sans doute à ceci. Aller trop vite peut accroître l'exposition, mais tout verrouiller, à l'inverse, risque de déplacer les usages hors du cadre de maîtrise. Et dans ce contexte, ma question, c'est de savoir peut-être comment réduire le risque sans susciter en creux des usages qui soient non gouvernés de l'intelligence artificielle. Et aussi, à quoi ressemble, selon vous, ou à quoi ressemblerait un cadre d'expérimentation qui soit réellement maîtrisé, c'est-à-dire à la fois suffisamment ouvert pour permettre l'appropriation, mais suffisamment robuste pour préserver la sécurité des systèmes d'information et la protection des données. Ouais, merci beaucoup. C'est une question pas facile. Alors, ça rejoint pas mal des propos qu'a dit mon collègue à ma droite tout à l'heure sur la première question, c'est le shadow IA. En fait, fondamentalement, si on ne propose pas un cadre à ses collaborateurs pour utiliser ces outils-là, ils vont le faire par ailleurs avec de l'outil personnel. Et donc, nous, côté Annecy, on n'est vraiment pas pour bloquer l'usage. Il faut absolument plutôt l'encadrer, parce que de toute manière, ces solutions-là sont là, elles sont extrêmement performantes, elles sont utiles, et donc il faut... la pratique en entreprise qui consiste à dire à ses agents vous ne pouvez pas utiliser, à mon sens, ne fonctionnera pas, puisque un utilisateur pourra peut-être décider de l'utiliser sur son poste de travail personnel, etc. Et à la fin, on aura encore plus perdu. Donc à ce titre-là, il faut arriver à l'encadrer. Donc pour revenir à votre seconde question, qui est du coup comment on essaie d'expérimenter ça dans un cadre un petit peu plus resserré. Donc là-dessus, il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, il y a beaucoup de choses qui sont publiées quand même maintenant par différentes instances pour aider à apporter des recommandations sur la bonne pratique et la sécurité. Donc là, je fais un peu de la pub pour nous côté Annecy, mais nous, on a fait un guide IA générative où on émet pas mal de recommandations de sécurité. C'est plutôt à destination justement des RSSI administrateurs. Donc il est public, ce document, il est assez haut niveau, je vous invite à le regarder. Ça vous donnera déjà une bonne vision de l'ensemble des risques un peu à prendre en considération et comment je peux expérimenter ce type d'outils en organisation. Ça, c'est une première chose. Il y a le CLUSIF qui a publié pas mal de choses, qui a publié des fiches pour accompagner les RSSI sur ces problématiques-là, qui sont vraiment très bien. Et la CNIL publie aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, avant de commencer, de regarder un peu... il n'y a pas une copie blanche sur le sujet. Il y a plein de cadres de gouvernance qui existent et je pense que c'est intéressant de se les approprier pour voir un petit peu comment on peut expérimenter. Et de manière plus opérationnelle, ce que j'aurais tendance à... je brainstorm avec vous ce matin, mais ce que je pense qui pourrait être intéressant, c'est que dans une organisation, c'est typiquement prendre un cas d'usage métier spécifique, pas un simple, à la rigueur, plutôt un qui soit exposé à un système d'IA au risque au titre du RIA, comme ça on a quand même un certain nombre de choses à mettre en place, donc quelque chose dans la santé par exemple, ou quelque chose sur les établissements financiers, enfin voilà, prendre un cas d'usage en entreprise qui soit un petit peu sensible et essayer de commencer à poser un cadre de gouvernance autour de cet usage-là, de voir comment ça se passe dans l'organisation et si ça fonctionne, de le passer à l'échelle. Et donc ça, je pense que ça peut être une bonne approche. Et après, se faire aussi, au besoin, se faire outiller. Là, vous le verrez quand même dans le salon, il y a maintenant beaucoup de sociétés qui sont dans ce pendant Sécuria. Il y a des gens qui font des filtres sur les prompts qu'on peut mettre dans une IA générative. Il y a des gens qui commencent, on voit tous les acteurs moi, ce que je trouve assez intéressant, je travaillais sur l'identité avant de travailler sur l'IA. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a une convergence qui est en train de se faire entre ces deux mondes. Et je pense qu'elle va être d'autant plus prégnante à l'avenir. C'est-à-dire que tous les gens qui faisaient de l'IAM, de l'identité sur les postes de travail, sont en train de sont en train de développer des offres pour le faire sur la partie agentique. On est sur l'IA générative aujourd'hui, mais je pense que la partie agentique, c'est le sujet quand même du moment. Et bien, cette capacité on en parlait, à authentifier un agent, savoir qu'est-ce qu'il a le droit d'accès comme ressources, quels sont les documents qu'il a le droit d'aller chercher ou pas, parce qu'au-delà de la protection de la donnée, il y a le sujet du droit d'en connaître, ce qu'évoquait Anthony tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que moi, en tant que collaborateur, je suis bien censé, je peux accéder aux fiches au calcul des salaires de chacun des employés. Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne chose. Donc voilà, il y a pas mal de cadres qui existent et voilà, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de regarder les recommandations qui ont pu être écrites par un certain nombre d'instances, parce que ça me paraît une ressource utile pour démarrer. C'est très clair. Donc, pour les curieux, n'hésitez pas à aller regarder ces publications-là. Et sur ces sujets justement de cas d'usage, et cette fois-ci je me tourne vers vous, Anthony. Alors,
on va certes venir identifier des cas d'usage, mais aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir où se situeraient les dérives peut-être les plus fréquentes dans l'usage courant des outils d'IA que vous avez pu rencontrer, observer, et peut-être aussi comment faire, selon vous, émerger au sein des entreprises une culture qui soit suffisamment claire de ce qui peut être partagé, de ce qui doit l'être et au contraire ce qui doit demeurer strictement confidentiel. Comment est-ce qu'on peut adresser ce sujet-là ? Oui, alors sur les dérives, effectivement, je pense qu'une dérive aujourd'hui qui fait peser qui soulève beaucoup de craintes au sein des organisations, si je prends ma casquette entreprise ou consultant qui accompagne les organisations, c'est la mauvaise utilisation, la mauvaise manipulation de l'IA qui peut mener à une fuite d'informations involontaires, à l'entraînement du modèle avec des informations sensibles qui peuvent ressortir plus tard dans les réponses de l'IA, etc. Donc il y a tout ce cadre de gouvernance qu'on évoquait à l'instant avec Hugo et Félicien sur toutes les bonnes pratiques qui existent. Et ce cadre, encore une fois, c'est le bon moment pour le mettre en place, on va dire by design. Et il nous reste le facteur humain. Donc ce facteur humain, c'est là où l'acculturation des collaborateurs, des fournisseurs, des prestataires est très important. Je suis plutôt partisan de démystifier en fait l'IA, son fonctionnement, pour faire comprendre aux collaborateurs et notamment aux non-initiés ou non technophiles comment l'IA fonctionne. Puisqu'une fois que les personnes généralement comprennent comment fonctionne une technologie, elles sont plus à même de s'auto-censurer ou de se limiter ou de faire attention à l'usage. Ça a été le cas pour les réseaux sociaux. Si je prends cette analogie sur les réseaux sociaux, il a fallu sensibiliser, acculturer les gens à ce qu'ils pouvaient publier ou pas sur X ou ex-Twitter, etc., sur d'autres réseaux sociaux. Donc c'est un peu la même approche. Quand on sensibilise les organisations, on est sur cette approche de oui, l'interface vous paraît être un outil interne, peut-être. Cette IA générative, vous l'avez installée en interne sur votre poste de travail, mais gardez en tête qu'elle est connectée online tout le temps, que que les données que vous lui partagez sont persistantes, restent dans le système d'information, voire, encore une fois, servent à entraîner le modèle et sont réutilisées, qu'elle vous donne accès à un certain nombre de fichiers, peuvent être partagés à d'autres, vos requêtes peuvent même être partagées, et donc c'est faire comprendre ça aux collaborateurs. Une autre dérive et sur laquelle il faut vraiment acculturer, c'est prenez pas pour acquis en fait les réponses de l'IA. Ça, je pense qu'on en parle assez souvent et on a tous peut-être vécu déjà ce type de dérive. En fait, l'IA a horreur du vide. Donc, si vous lui demandez, vous posez n'importe quelle question, vous lui demandez de vous fournir 5 réponses, elle va peut-être en connaître 3-4 avec les informations qui ont servi à l'entraîner. La 5e, si elle ne la connaît pas, elle va potentiellement l'inventer. Donc, il faudrait pratiquement qu'on fasse tous ce travail un peu journalistique de vérifier les sources, de lui demander, et ça, c'est nous, on a configuré aussi, on a paramétré notre IA générative pour avoir cette explicabilité. Ça se dit, oui. Vraiment d'expliquer les réponses pas à pas, donc de sourcer les données, mais d'expliquer pas à pas la démarche qu'a eu l'IA pour être sûr qu'on n'est pas en train de réutiliser des réponses qui sont inventées ou des hallucinations qu'aurait sorti l'IA. Donc c'est toute cette démarche d'acculturation qui est très importante. Le facteur humain, il va être majeur pour éviter toute fuite involontaire de données demain. Et pour rebondir sur cette question d'acculturation, est-ce que vous constatez que les entreprises elles sont demandeuses d'accompagnement sur ces sujets ou c'est plutôt vous, en tant que consultant, pour, dans votre rôle de conseiller, vous les acculturez tout de même en même temps que vous implémentez, je ne sais pas, quelque chose ou que vous menez à bien une mission en ce sens ? Non, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même à la genèse. Je pense qu'on n'a pas encore eu cette adoption massive de l'IA. Donc il y a quand même bon nombre de collaborateurs s'y intéressent et commencent à l'utiliser, même je vois des dirigeants d'entreprise ou des ex-com qu'on entraîne, des comités de direction d'entreprise ou comités de surveillance qui utilisent l'IA ou l'IA générative. Donc ils sont intéressés pour avoir cette sensibilisation, mais elle sera encore plus nécessaire quand on aura cette adoption massive où 80% des personnes l'utiliseront plusieurs fois par jour, voire toutes les heures. Et donc c'est, voilà, encore une fois, c'est important de les sensibiliser dès maintenant parce que les usages passent d'une utilisation où, on va expliquer aux gens, si tu corriges aujourd'hui ton mail ou tu aides à rédiger un mail, bon, tu n'es pas obligé de partager peut-être le nom de la société ou le nom de la personne à qui tu vas envoyer le mail dans l'IA, donc c'est déjà de limiter, de minimiser les données que je vais mettre dedans. Ça, c'est une utilisation assez simple
demain, on aura des IA qui réinventent un processus, qui réinventent une activité d'entreprise. Là, il faudra vraiment que les collaborateurs, les dirigeants, les personnes les moins techniques aussi, sachent ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles peuvent partager avec l'IA. Très intéressant, merci beaucoup. Getting back to you, Vasiliki. Je reviens vers vous, Vasiliki. Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ces cadres fonctionnent, peut-être que la loi sur la confidentialité et sur l'IA européenne fonctionne en pratique? Par exemple, est-ce que vous pourriez partager avec nous les critères, le type de critères qu'ils évaluent ou qu'est-ce qu'ils autorisent les entreprises et les organisations à faire concrètement? Alors, je vais répondre en deux aspects pour ces deux cadres différents entre la protection des données et l'IA, puisque c'est un petit peu différent. Alors, pour la confidentialité, on se concentre vraiment sur le RGPD. On reprend tout le RGPD. En pratique, ça veut dire que quand le RGPD dit qu'il faut respecter la loi, on a toute une liste de processus étape par étape sur comment certifier que le document, le système est légal et respecte la loi. Pareil, quand on parle de sécurité par design ou par défaut, on a des concepts, on a tout traduit en obligations spécifiques techniques sur quel type de sécurité, quel type de mesures dois-je mettre en place pour pouvoir être conforme et prouver que je le suis. Quelles sont les autres mesures que je dois mettre en place, etc. Pour l'IA, alors on prend en compte 3 cadres. Alors l'IA, ici, on ne parle pas de l'AI Act, on parle de la certification de responsabilité d'IA. On prend en compte, oui, cet acte, mais le cadre est différent. C'est avec le Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les procédures de l'OCDE. Donc on a un modèle similaire, on prend ces critères, on les compare. Et on s'est dit que, alors l'IA, oui, ça couvre les mêmes thématiques, par certains un peu plus que d'autres, on est parfois un peu moins strict. Mais oui, c'est l'acte qui est le plus strict pour le moment. Et encore une fois, on a essayé de traduire tout cela en critères un peu plus concrets. Alors pour nous, ces processus, c'est ce qu'on fait un petit peu de manière différente par rapport au plan de certification. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est RGPD. Nous avons développé le modèle, nous l'avons fait partager avec les autorités pour qu'elles le valident, pour l'encourager. Mais ce n'est pas nous qui faisons la certification. On a tout un réseau de partenaires qui, eux, fournissent ces certifications. Soit ils vous aident, ils aident les organisations à se préparer pour avoir cette certification. Et on a des partenaires qui, eux, sont des fournisseurs de cette certification. Et en tant que fournisseur de prestataire de services, nous avons des entreprises qui, oui, peuvent vous aider à trouver des solutions technologiques pour remplir ces critères. Les processus pour ces deux plans sont assez simples. Vous contactez un des partenaires lorsque vous voulez vous préparer. Vous collaborez avec un de ces partenaires avec lesquels nous travaillons. Pour ce faire, vous vous adressez à l'organe de certification qui va faire un audit et qui va vous fournir les documents, les processus et qui parfois va tester aussi vos systèmes. L'idée derrière cela, c'est que vous pouvez utiliser ces critères pour évaluer la conformité par vous-même, mais vous pouvez aussi les utiliser en tant qu'avantage par rapport aux autres entreprises, notamment pour l'IA générative. Puisque, comme on l'a dit, les données, c'est un élément clé. Donc, savoir que vos processus sont fiables, qu'ils sont conformes, ça c'est important, pas seulement pour les questions de données, pour les citoyens qui sont touchés par la solution que vous fournissez, mais aussi pour vos partenaires commerciaux qui, eux, doivent s'assurer que oui, je collabore avec quelqu'un à qui je peux avoir confiance. Voilà, ça c'est notre approche. Et la difficulté que nous avons pour créer ces cadres de gouvernance. Merci beaucoup, c'est vraiment très large. Félicien, je reviens vers vous. Et alors, c'est intéressant dans l'approche de la CNIL,
c'est qu'elle ne s'en tient pas juste à énoncer les exigences non plus. De la même manière, elle cherche aussi à créer des conditions ou les conditions de leur effectivité. Et dans cette logique, comment situez-vous des initiatives comme celle de Paname? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc effectivement, alors là, on se place bien évidemment plus sur le volet RGPD traditionnel de la CNIL, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt nous-mêmes en incubation des futures missions qui vont nous être dévolues au titre du règlement IA. Et donc, et puis je voulais partager également avec vous alors un sentiment que j'ai aussi l'évolution finalement du métier de régulateur, où je pense qu'il y a 10-20 ans, c'était plutôt c'était quelqu'un qui principalement mettait des amendes pour faire rentrer dans le rang des organismes. C'est bien évidemment une mission qui est absolument essentielle dans un travail de régulation, mais on a vu se développer justement un volet également important d'accompagnement des acteurs, de conseils de ceux-ci pour les guider vers la mise en conformité. Donc c'est d'ailleurs des termes qui sont de plus en plus utilisés, qui n'étaient pas utilisés il y a 20 ans, la compliance par exemple. Donc nous, dans les missions de la CNIL, on a 4 grandes missions. On a la mission d'informer le public et de protéger les droits, d'accompagner les acteurs, de sanctionner et contrôler, bien évidemment, ça c'est un rôle toujours essentiel, et puis également d'anticiper et d'innover. Donc ça, c'est se maintenir au courant des technologies telles qu'elles émergent. Et donc, par rapport à votre question, moi ce que je trouve intéressant dans finalement, alors je ne veux pas dire que c'est dans l'ADN de la CNIL, ça ferait peut-être un peu pompeux de dire ça, mais en tout cas, depuis déjà en tout cas 10 ans, je sais que la CNIL, qui est finalement une autorité de protection des données, qui est parmi celles, quand on compare en Europe et dans le monde, qui est les mieux dotées historiquement de profils techniques, essaie de proposer un certain nombre d'outils. Donc ça se vérifie dans de nombreuses circonstances. Mais donc, par exemple, il y a 10 ans, donc ça remonte déjà à loin, ou même plus de 10 ans, le premier, c'était un dispositif pour visualiser les cookies qui étaient déposés dans votre navigateur. Donc voilà, tout un chacun pouvait utiliser. Récemment, il y a un projet d'application pour aider les mineurs sur la gestion de leurs données personnelles, en particulier quand ils utilisent des réseaux sociaux. Et donc, parallèlement, ce qu'on aime bien faire, c'est continuer de développer des outils qui vont être au service de la mise en œuvre de la réglementation. Et donc, en particulier, là, vous mentionniez ce projet qui s'appelle Paname, donc pour Privacy Auditing of AI Models. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, ce projet? Donc, pour resituer un petit peu le contexte, et pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure mon collègue Hugo, alors on sait qu'une des spécificités de l'IA, c'est de reposer sur des modèles, j'apprends rien à personne, et la particularité de ces modèles, c'est que c'est des représentations statistiques, donc voilà, on entraîne sur des données, et donc l'enjeu quand on fait cet entraînement, c'est qu'on apprend des régularités statistiques, régularités langagières, donc à la base d'un LLM par exemple, et quand on fait ça, quelque part on mémorise aussi possiblement des informations qui appartiennent à l'ensemble d'apprentissage. Donc, nous, du point de vue de la CNIL, alors ça c'est un enjeu transverse, finalement la mémorisation, ça va toucher tous les secteurs, on peut mémoriser tout type d'informations bien évidemment. Nous, à la CNIL, ce qui va nous intéresser, ça va être les données personnelles. Et donc, il y a un avis des CNIL européennes qui date de 2024 qui dit que un modèle d'IA appris à partir de données personnelles peut être soumis au RGPD s'il n'a pas été démontré qu'il est anonyme. Alors quand on dit ça, on dit très bien, mais comment est-ce que je fais? C'est quoi? Parce qu'on sait, on sait que ces modèles ont des capacités de mémorisation qui sont plus ou moins accrues en fonction des typologies de modèles, bien évidemment. On sait également que donc il y a tout un champ de recherche scientifique qui s'est développé avec toute une communauté importante, plein de typologies d'attaques, donc les fameuses attaques, donc ce que mentionnait en confidentialité, donc ce que mentionnait Hugo, donc attaque par inférence d'appartenance, attaque par inférence d'attribut, attaque par inversion de modèle, où on va essayer de soit apprendre des choses sur une personne, est-ce qu'elle faisait partie de l'ensemble d'apprentissage? Si c'est un ensemble d'apprentissage sur des données médicales, peut-être que j'apprends des choses sur cette personne, qu'elle souffre de telle ou telle maladie par exemple, ou je reconstruis une donnée en requêtant un grand nombre de fois de façon un petit peu maligne un modèle. Et donc voilà, on sait que toutes ces attaques existent, on sait que pour prouver que le modèle n'est pas soumis au RGPD, il faut montrer, on peut
tester avec toutes ces attaques, mais par contre, quand on est une organisation, en particulier une petite structure, on n'est pas nécessairement en capacité de le faire parce qu'il y a un état de l'art qui est très très épars, qui est difficile à collecter parce que les méthodes ne sont pas du tout standardisées. Et donc c'est une longue introduction, mais ce qu'on propose avec un consortium qui rassemble justement l'ANSSI, qui rassemble également le PEREN, donc le pôle d'expertise de la régulation du numérique, et puis également un consortium de recherche qui s'appelle HIPHOP, qui est mené par des chercheurs d'INRIA, eh bien, c'est de faire une librairie open source de toutes ces attaques. Donc l'intérêt, on le voit bien, donc c'est en cours de développement. Hein. En ce moment, on est en train de, on a une phase de test avec des bêta-testeurs industriels qui va se lancer. Et donc l'enjeu, c'est bien évidemment d'avoir rassemblé au sein d'un même framework ces attaques, et puis de le mettre à disposition de tout le monde pour que tout le monde puisse l'utiliser, mais également tout le monde puisse l'enrichir. Donc ça va servir les industriels, et puis également ça va servir les chercheurs, parce que ça leur permet aussi de se mesurer, de se benchmarker, puis peut-être de développer de futures attaques et de les verser dans le formalisme de la librairie Paname. Et puis enfin, ça va servir nous, tout simplement, en qualité de régulateurs, parce que là-dessus, on pourra également réaliser des opérations de contrôle de certains modèles. Et encore une fois, comme je le disais, ça nous intéresse du point de vue de la protection des données, mais cet enjeu de mémorisation, finalement, il est transverse. Et donc, ça va intéresser également peut-être des gens qui vont investiguer les questions de propriété intellectuelle, des gens qui vont regarder les questions d'enjeux de secret professionnel et différents types de confidentialité de données. C'est extrêmement intéressant, mais je me pose la question, est-ce que c'est une initiative qui reste française ou est-ce que vous avez également peut-être des contacts européens qui travaillent sur les mêmes sujets ou peut-être des initiatives similaires à l'échelle de l'Union ? Alors pour l'instant, c'est une initiative française dont on est vraiment assez fiers. Enfin, je trouve que on s'en parle régulièrement avec Hugo parce qu'il y a une belle émulation autour du projet. C'est un projet qui à la fois est, je pense, pour nos collègues du monde académique scientifiquement très stimulant, et en même temps, d'un point de vue des acteurs de la réglementation, ANSSI, PEREN, CNIL, on se dit on fait un bel outil qui va nous servir aussi. Donc pour l'instant, il est franco-français. Après, bien évidemment, on a tous des antennes au niveau européen, et donc l'idée, je pense, dans un temps 2, ce sera bien évidemment d'essayer de faire en sorte que cet outil puisse essaimer au niveau européen et international. Oui, je peux me permettre de rebondir. Oui, et puis effectivement, c'est une chouette initiative qu'on a construite d'abord entre partenaires français, on se connaît bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on lance là une phase de test avec les acteurs industriels, où on avait fait un appel à manifestation d'intérêt pour voir qui était partant pour la tester. Et cette phase de test, on l'a ouvert au-delà de la France. C'est-à-dire que les testeurs, il suffisait d'avoir un siège social en Europe pour pouvoir tester. Et moi, à titre personnel, je trouve ça hyper intéressant parce que pour vous donner un ordre d'idée, nous, il y a notre homologue à Annecy en Roumanie qui a répondu à cet appel à projet. Donc c'est quand même assez... Enfin voilà, je trouvais ça assez intéressant. C'est-à-dire que à l'échelle européenne, on voit que du coup, il y a d'autres entités qui ont un intérêt vers ce type de librairie, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Félicien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de choses qui agrègent cet ensemble-là. Et la perspective, c'est quand même de mettre tout ça en open source. Donc la perspective, c'est-à-dire que n'importe qui derrière pourra se l'approprier, et ça sera d'ailleurs nécessaire, parce que aujourd'hui, ce projet-là, il tient à peu de personnes et peu d'entités. Et donc voilà, il faut, si on veut assurer la pérennité de cet outil-là, il faudra que la communauté open source puisse s'en emparer. C'est très clair, et puis je trouve ça aussi très pertinent, et ça vient s'insérer un petit peu dans cet ADN européenne d'harmonisation des pratiques. Donc bravo pour ces jolis projets que vous menez. Je vous redonne la parole, Anthony, et cette fois-ci, alors évidemment, jusqu'à présent, on a pu parler d'IA générative comme un facteur d'exposition supplémentaire, mais vous pouvez peut-être présenter une perspective différente qui est celle d'une IA qui serait mobilisée comme capacité de défense. Alors tout à l'heure, vous le citiez à juste titre en préambule, cet outil que vous avez déployé en interne, qui a pu vous aider à identifier des documents qui traînaient comme ça sur un SharePoint et qui vous a poussé, pour reprendre vos mots, à faire le ménage. Donc peut-être avez-vous d'autres exemples à partager en ce sens ? Oui, tout à fait. Bon nombre d'attaques aujourd'hui utilisent l'IA pour justement créer des malwares ou faciliter, automatiser davantage
et préparer des attaques massives. Donc on aurait tort de s'en priver du côté défense. Et je pense qu'il y a déjà certains responsables sécurité dans la salle qui testent, en tout cas, s'ils ne l'utilisent pas encore à grande échelle, qu'ils testent des mécanismes d'IA, des systèmes d'IA pour se protéger. Un exemple que je peux donner par rapport à ça, qu'on regarde de près, c'est par exemple pour les équipes qui intègrent des SOC, par exemple les capacités SOC de détection de défense. On a dans le SOC augmenté beaucoup d'attentes au niveau de l'IA pour passer de ce mode historique où on avait notre SIEM, nos règles et notre SOR, notre orchestration, qui permettait sur des scénarios préconçus, sur on va dire des menaces connues, de détecter et un enchaînement d'actions pour bloquer. Il y a beaucoup d'attentes sur le côté, la menace est non connue. Est-ce que l'IA, avec ce côté contextuel, donc il faut lui faire apprendre quel est le comportement normal d'un utilisateur, le comportement normal d'une machine, et à partir de là, peut-être qu'elle pourra détecter des potentielles attaques que les playbooks, tout ce qu'on avait implémenté dans le SOC ne détectait pas naturellement, parce que c'était plutôt un côté déterministe. Et donc là, on cherche à détecter le signal faible. On en est au début. Nous, on a une étude récente de pratiquement 5000 dirigeants qui révélait que 80% des dirigeants ne voient pas le retour d'investissement aujourd'hui sur l'IA, globalement, hein, pas pour la sécurité spécifiquement, mais donc il y a une attente à ce niveau-là, que ça génère soit du revenu, soit que ça réduise les coûts, soit que ça améliore l'efficacité en termes de détection des menaces, par exemple. Donc ces solutions vont s'améliorer, mais c'est le type d'outil aujourd'hui qui nous intéresse et qu'on regarde particulièrement pour renforcer le côté prédictif au niveau des SOC. Ça, c'est l'IA pour la sécurité. L'autre côté, c'est sécuriser les IA ou l'IA générative déployée en entreprise. Et là, de la même manière, comme vous évoquez, on déploie nos outils, on a conçu et on déploie nos outils. Il y a des startups et des éditeurs qui font de même, hein, qui font des solutions similaires. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est toutes ces solutions qui embarquent de l'IA qui permettent d'évaluer ou de tester des systèmes d'IA. Un outil qu'on a conçu, par exemple, va mener une batterie de tests. On le connecte via des API à une IA générative, par exemple, et l'outil va lancer une batterie de tests de prompt pour évaluer la capacité de l'IA à faire des réponses qui ne sont pas biaisées, qui sont éthiques, qui sont confidentielles, qui ne font pas fuiter de données sensibles. Finalement, sur tous les domaines du règlement IA, hein, on a une batterie de tests en comparant les réponses par rapport à un attendu. Bon, la réponse n'est jamais identique, donc on a aussi l'IA qui permet de voir si la réponse correspond à peu près au type de réponse qu'on attendait, et de donner un scoring. Et ça, on le mène en continu, donc avec ces outils-là, pour évaluer régulièrement. Dès qu'on voit une nouvelle IA, on s'y connecte et on évalue régulièrement avec ces batteries de tests pour savoir si l'IA respecte au moins le RIA. Voilà, un exemple d'utilisation qu'on peut avoir. C'est très clair. Hugo, vous vouliez dire quelque chose pour rebondir? Non? D'accord, je pensais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de passer le micro à la salle. Une dernière question que je vais vous adresser à toutes et tous. Et je vais commencer par vous, Vasiliki. Si on se retrouve dans 2 ans, est-ce que vous pourriez me dire ce que l'Europe a réussi à créer une IA qui soit non seulement très efficace, mais aussi fiable? Très bonne question. Je pense que elle est assez complexe, en tout cas. Tout d'abord parce que, pour le moment, nous n'avons pas encore des normes spécifiques à fournir aux entreprises auxquelles elles doivent se conformer, puisque c'est une thématique très complexe. Donc je pense que avoir un cadre qui fonctionne avec les entreprises pour qu'elles comprennent précisément ce qu'elles ont à faire sera une première étape, et que les entreprises le respectent, ce serait déjà bien. Pour le moment, ce que l'on peut voir partout, c'est qu'il y a cette peur, cette crainte de la régulation. De voir que ce serait un obstacle à l'innovation. Donc je pense que la première réussite, la première victoire, ce serait de se dire que
Oui, on a des régulations, mais on les connaît très bien, on sait ce qu'on a à faire, et ça ne nous empêche pas d'innover. Au contraire, on progresse. Ce serait génial, en effet. Ce n'est pas juste effrayant, c'est un petit peu aussi lourd, difficile de voir tous ces contrôles, tous ces audits qui doivent être mis en place pour aider les organisations et pour les aider à être conformes. Il faudrait, oui, en effet, que ce soit plus simple. Merci. Oui, je vais rebondir. Je suis assez d'accord avec ce que Vasiliki a indiqué juste avant. Je pense que l'enjeu, effectivement, ça va être voilà, la concrétisation des standards, effectivement, les exigences. Et est-ce que, parce que enfin, on pourrait aboutir avec le règlement IA finalement à un phénomène assez similaire à ce qu'on a connu avec le RGPD. Alors lui aussi, il est parfois décrié, mais néanmoins, je pense qu'il faut rappeler que c'est devenu, enfin le RGPD, c'est aussi pour un certain nombre d'entreprises un argument de vente maintenant. Vous respectez le RGPD, ça veut dire que vous êtes en capacité de vous respecter tous les autres cadres de réglementation sur la protection des données au niveau mondial. Et donc ça, c'est aussi c'est vraiment une force qui est pour l'Europe et pour ces entreprises, donc d'avoir des entreprises qui seront capables aussi de s'exporter et d'attaquer d'autres marchés. Donc on verra dans 2 ans si on arrive bien à le mettre en place, mais c'est aussi ça qui se joue. Absolument, merci. Hugo ? Oui, je vais encore aller dans le sens de mes collègues. Alors pour le coup, je pense que ça sera dans un peu plus longtemps que 2 ans qu'on pourra faire un petit peu le bilan, parce qu'on l'a dit, vraisemblablement, les standards vont arriver fin 2027, donc ça nous met déjà dans quasiment, enfin, c'est dans 1 an et demi. Donc quand ce cadre sera là, je pense que ce qui sera intéressant pour les entreprises, en fait, quand vous nous posez les questions comment on expérimente, etc., ce cadre-là donnera en fait un cadre de gouvernance, comme l'a fait le RGPD par exemple à l'époque. Il va y avoir au sein des organisations des questions à se poser. Est-ce que demain le DPO aura en plus ce rôle-là dans ses fonctions? Enfin, c'est des vrais challenges, des questions à se poser sur le plan humain et RH, de savoir comment on va intégrer ces choses-là en entreprise. Nous d'ailleurs, côté Annecy, là-dessus, je tiens à vous partager qu'on va lancer on fait des observatoires des métiers sur le plan cyber où on interroge les professionnels de la cybersécurité sur pas mal de sujets. Cette année, on va le faire sur l'IA pour savoir comment l'IA impacte votre métier, etc. Et donc ça sera intéressant. Et donc pourquoi je pense que ça sera à plus de 2 ans? Parce que voilà, il y aura ce cadre-là qui sera tout juste là, et c'est derrière que, à mon avis, ça va se mettre en œuvre. Pour autant, la technologie, elle évolue vite. Enfin, je sais pas vous, mais moi, il y a l'IA générative, on a commencé à en parler fin 2023. Maintenant, on est sur la partie agentique. Enfin, qu'est-ce qui oui, et puis le quantum dont on parle de plus en plus, il y aura donc certainement aussi. Exactement, il y aura plein de choses, et donc du coup, je pense qu'il y a quand même un angle intéressant à jouer côté européen sur ces problématiques-là, parce que on est quand même dans un contexte géopolitique qui est quand même pas hyper, enfin qui est incertain, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, tous les acteurs qui arriveront finalement à respecter ces cadres-là, à mettre un peu une marque de confiance autour de leurs solutions, je pense qu'on est dans un contexte où c'est de plus en plus vendable en fait de montrer patte blanche et marque de confiance auprès de ces solutions. Donc je pense que si on a réussi ce chemin-là, on aura réussi pas mal de choses. D'accord, donc toujours la confiance au centre. Très bien. Et enfin, le dernier mot pour vous, Anthony. Oui, j'adhère totalement également à ce qui a été dit avant. Alors, je reprends ma casquette cabinet d'audit et de conseil. Si on se positionne dans 2 ans, nous, on est assez friands d'indicateurs et de mesures de performance. Donc, je pense qu'un indicateur de performance de ce qui est fait au niveau européen, ça serait de se dire, si on se positionne dans 2 ans, finalement, l'Europe se débrouille pas trop mal vis-à-vis d'autres régions du monde, et l'évolution des menaces, elle va évoluer, mais on est peut-être meilleur que d'autres régions du monde. Il y a peut-être le volume d'attaques globales utilisant de l'IA, et on est peut-être moins exposé qu'ailleurs, puisqu'on a compris, on a su encadrer l'usage de cette IA. Peut-être un autre indicateur à regarder, c'est l'écosystème d'acteurs de l'IA. Et je rejoins le commentaire d'Hugo sur la marque de confiance. C'est ces éditeurs, ces startups, ces constructeurs qui vont développer et continuer de développer des solutions d'IA qui sont souveraines, qui respectent le règlement d'IA. Et ça, je pense que c'est vraiment mesurer cette bonne santé d'écosystème, de ce qu'est capable de créer l'Europe comme acteur sur le marché, et puis aussi l'adoption des grandes entreprises, parce que c'est important que les grandes entreprises favorisent ce type de solutions plutôt que des solutions extra-européennes, donc on a du mal à maîtriser. Je suis tout à fait d'accord. Donc, la capacité de l'Europe à créer à dynamiser cet écosystème, faciliter le fait que ces solutions se développent et que les grandes entreprises les adoptent. Et donc des investissements conséquents aussi.
Également, tout à On fait. espère, n'est-ce Tout à pas? fait. Merci beaucoup. Merci pour tous vos apports qui ont été très, très intéressants, très enrichissants. Je me tourne à présent vers la salle. Voilà, on vous voit, puisqu'on avait la lumière dans les yeux, c'est mieux. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voudrait poser une question? Ou deux? Pratique d'être devant finalement. Oui, Oui. présentez-vous. Donc bonjour, Évariste Chintreau, Paiko Hehai. Je me retourne vers la question sur l'ANSSI et la CNIL sur cette base de données d'attaque AI que vous voulez fournir. Donc déjà, la question que je me posais, c'était à quelle échelle de temps elle sera disponible. Si je comprends bien, 2027, à ce que j'ai compris, ou peut-être un peu plus tôt, j'espère. Et ma seconde question, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle devienne désuète au moment où elle arrive, puisqu'elle n'arrête pas d'évoluer à une vitesse folle, vu qu'on arrive à une industrialisation des attaques via AI? Donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Oui. Merci. Alors, je veux dire, après, je laisse compléter Hugo. Mais donc le calendrier qui est fixé, alors peut-être qu'il glissera un petit peu, mais normalement, c'est quand même quelque chose d'assez rapide, puisque donc là, on teste une version, on va tester une version bêta là dans les prochaines semaines, et c'est une release en septembre ou octobre prochain. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Et pour la deuxième, alors ça, je pense que ça, c'est un peu le fatalisme, mais si on pense comme ça, on ne fait plus rien, quoi. Je pense que c'est un petit peu... On ne peut pas à la fois voilà. L'IA, ça va très très vite. Donc, par ailleurs, il y a des choses... Effectivement, on sait que dans la librairie, il y a des trucs qui sont développés. C'est pas que pour de l'IA générative, hein, par exemple. Il y a des trucs pour de l'IA beaucoup plus traditionnelle. Ça a toujours sa place. C'est toujours dans des systèmes en fonctionnement. Ça a du sens que ça figure dedans. Donc, nous, l'enjeu, c'est de faire cette proposition, qui est une proposition effectivement à date. Il y a tout l'enjeu de la maintenance qui a été évoqué par Hugo. Donc on verra côté pouvoir public ce qu'on peut en faire, mais je pense que nous, l'idée, c'est quand même surtout, avant tout, c'est pour ça qu'on veut le mettre en open source, c'est que une communauté s'en saisisse, puisse l'alimenter. Et voilà, l'idée du standard, c'est aussi que demain, vous êtes un chercheur très en vue, vous inventez une nouvelle attaque, vous êtes Nicolas Carlini, je ne sais pas qui, vous la codez dans le formalisme PANAM, et tout le monde en bénéficie. Et puis comme ça facilite le benchmarking, et votre papier ANORIPS, et on voit comment ça fonctionne par rapport... on le compare mieux à d'autres attaques similaires, etc., etc. Donc, on espère que ce cercle vertueux peut fonctionner. Merci. Une autre question peut-être, avant de clôturer la séance? Non. Eh bien, merci infiniment. Merci à tous. Merci d'avoir été présents avec nous. Et puis, merci pour votre attention. Au revoir.